Bonsoir. Lors du précédent numéro de le débat parlementaire, nous avons, avec nos deux invités, débattu sur la possibilité d'encadrer juridiquement le financement privé des partis politiques et de la campagne électorale. Et Dasso Rodrigue Bayala, député de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris et membre de la majorité parlementaire, euh, disait en substance qu'il faut tout simplement supprimer le financement public. L'État, on le rappelle, contribue au financement des coûts des campagnes électorales et des activités hors campagne électorale des partis. Quelle alternative pour les partis politiques quand on sait que les cotisations des militantes sont dérisoires et quand on sait l'effet de distorsion de l'argent sur le processus démocratique? Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission consacrée au financement privé des partis politiques. Ils sont encore avec nous ce soir pour en parler. Je vais commencer par ma droite, Edasso Rodrigue Bayala. Bonsoir. Bonsoir. Député de l'UNIR PS, l'Union pour la Renaissance, Parti Sankaris. Vous êtes du groupe parlementaire RDJ et vous êtes le premier vice-président de la KGDH, qui est la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains. Tout à fait. Yacouba Milougo est également là ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes député du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et vous êtes le deuxième vice-président de la COMFIB, la Commission des finances et du budget. Alors, petite piqûre de rappel, dans la plupart des démocraties constitutionnelles, le législateur a pris des dispositions pour assainir la vie politique en agissant sur les dépenses et en mettant en place, à côté des financements privés, la possibilité de financement public. Je m'en vais vous lire la loi numéro 012-2000-AN du 2 mai 2000 portant financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales modifiée par la loi 012-2001 AN du 28 juin 2001 constitue à cet égard une réglementation très partielle du financement de la vie politique au Burkina Faso. En effet, au terme de cette loi, l'État contribue au financement des coûts des campagnes électorales et des activités en campagne électorale des partis. Alors, Edasso Bayala, député, je le rappelais tout à l'heure, de l'UNIR PS, sur ce même sujet, pour que les téléspectateurs vous comprennent bien, vous aviez dit sur ce même plateau qu'il faut tout simplement supprimer le financement public. Oui, tout à fait. Et permettez-moi, avant d'aborder le sujet, de souhaiter un bon mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde entier, et c'est du Burkina Faso en particulier. Merci. Je dis ça pour un certain nombre de raisons, parce que si vous avez constaté, particulièrement dans notre pays, le parti politique tend à devenir comme une entreprise qui doit être financée et sans qu'on ne sache pour quel résultat. Vous avez un foisonnement de partis politiques dans notre pays, plus de 200 partis politiques. Si le contribuable burkinabé doit se saigner, bien évidemment, pour financer les activités de ces partis politiques, sans savoir à quoi cela sert et quel est le résultat, quel est l'impact réel que ces financements de ces partis politiques a sur sa vie de burkinabé lambda. Et c'est pour ces raisons que je pense que, et quand on analyse, on ne voit pas de réalité, on ne voit pas d'impact. Vous, en tant que politique, vous, en tant que législateur, vous ne voyez pas. Comme je l'ai dit le mardi passé, pendant que les écoles manquent de tout, jusqu'à la craie, pendant que les hôpitaux manquent de tout, nous n'allons pas consacrer nos impôts à financer des partis politiques sans savoir quel est l'impact réel de ce financement sur la vie des populations. Avant de supprimer ce financement, ces textes qui régissent le financement public des partis politiques, est-ce qu'il ne faut pas justement faire l'état des lieux de ce financement avant peut-être de demander à supprimer cette loi-là? Bien entendu, comme je l'ai dit la dernière émission, pour parvenir à une conclusion, il faut aller à un diagnostic. Et c'est le diagnostic que nous sommes en train de poser. Et avec 200 partis politiques, s'il faut financer 200 partis politiques parce que c'est la démocratie, je pense qu'on risque de passer à côté de la réalité. Et je dis que chaque parti politique, en se créant en tant qu'association politique, doit pouvoir se donner les moyens de son action. Le parti politique se crée pour conquérir et exercer le pouvoir d'État ou le pouvoir local. Et donc, quand il se crée, il doit se donner les moyens humains, financiers, pour atteindre son objectif. C'est vrai que dans une démocratie, dans une moindre mesure, on peut comprendre et accepter que le parti politique participe à l'animation de la vie politique, participe au rayonnement de la démocratie. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, au Burkina Faso, avec 200 partis politiques qui n'existent, comme je l'ai dit la dernière fois, que de nom,
dont les instants ne se réunissent pas, est-ce qu'il faut continuer effectivement à financer ces formations politiques qui n'existent même pas sur l'échiquier politique? C'est vrai que le financement est proportionnel aux résultats qu'obtient ces formations politiques aux élections, mais il faut d'abord même assainir le foisonnement de ces partis politiques en leur demandant tout simplement, au regard des résultats qu'ils obtiennent aux élections, de pouvoir fusionner. Quand vous prenez tous les partis politiques, à part le nom qu'on met en bas des programmes, vous allez vous rendre compte que tous les partis politiques recensent les mêmes problèmes de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable, d'employabilité dans leurs programmes. Mais alors, la question vaut pour vous deux, mais je m'en vais la poser d'abord à Yacouba Milogo. L'objectif, le but du financement public des partis politiques vise d'abord à assainir la vie politique. C'était ça le premier objectif recherché par les législateurs. Mais il y a aussi le fait que le but était de les soustraire du contrôle des intérêts privés. Est-ce qu'il faut, comme on l'a laissé entendre Idaso Bayala, supprimer le financement public? Ok, merci bien. Et permettez-moi à mon tour également de souhaiter un très bon mois de jeûne musulman à l'ensemble des musulmans du Burkina Faso. Que, en tout cas, ce mois béni de Dieu puisse nous permettre, en tout cas, à notre pays de retrouver, n'est-ce pas, donc, la sécurité et la santé et nous épargner de tous les maux. Alors, ceci dit, je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que vous avez parlé effectivement de la loi 2000, révisée en 2001, mais elle a été aussi révisée en 2009, voilà, notamment la loi 08, et, voilà, qui porte un peu sur le financement. Alors, je voudrais dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit la fois dernière, que l'intérêt, n'est-ce pas, donc, du financement, c'était pour que, d'abord, qu'il y ait l'équité, travailler à ce qu'il y ait l'équité entre les partis politiques. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre les partis politiques sur le même pied d'égalité, mais que l'État puisse intervenir pour assainir, n'est-ce pas, donc, la compétition électorale. Et autre élément non moins important, c'était pour que l'État, en tant qu'État, puisse s'assumer et assumer sa souveraineté. Donc, pour dire que, parce que lorsque ce domaine-là devenait un domaine de non-droit, vous conviendrez avec moi, et on l'a dit la fois dernière, n'importe quelle personne intervient, n'est-ce pas, donc, pour financer les élections, et vous comprendrez aisément ce qui peut arriver. D'arriver au financement privé des partis politiques, est-ce que pour vous, il faut supprimer le financement privé? Alors, mon point de vue là-dessus est suffisamment très clair. Moi, je crois qu'en supprimant, ce n'est pas forcément la solution. Pas que je suis contre qu'on supprime, mais la suppression n'est pas la solution. Il faut maintenir... Pour moi, il faut combiner les deux. Ça veut dire qu'il y a le financement public qui est déjà réglementé. Il faut maintenant réglementer aussi le financement privé. Parce que le financement public, parce que ce qui est important ici, il faut que l'État assume et s'assume. L'État, en s'assumant, veut dire tout simplement, il a parlé tantôt du foisonnement des partis politiques. Je crois que l'État manque un peu de rigueur. Parce qu'un parti politique se crée, ça s'anime. Et les textes sont suffisamment très clairs là-dessus. Et à un certain moment donné, le ministère en charge, n'est-ce pas, donc, des libertés publiques, fait le point. Et si les partis politiques ne respecteraient pas, n'est-ce pas, donc, la réglementation en la matière, il y a des décisions qui sont prises. Voilà. Quand vous prenez, par exemple, parce que le financement public, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord la campagne électorale et l'animation entre deux campagnes. Voilà. Maintenant, le financement hors campagne n'est pas donné à tous les partis. Il y a une réglementation en la matière. Il faut au sortir d'une élection législative, il faut avoir obtenu au moins 3% des suffrages exprimés. Donc, je crois que c'est qui présentement... Après, il y a plusieurs partis qui se retrouvent sans ressources et qui sont incapables d'animer la vie politique. Venons-en justement au financement privé. Idaso Bayala, s'il faut supprimer le financement public, l'alternative, c'est le financement privé. Oui, tout à fait. L'alternative, c'est le financement privé. Et je dis, quand on crée un parti politique, on doit se donner les moyens de pouvoir le faire fonctionner et atteindre ses objectifs à travers la conquête et l'exercice du pouvoir. Dans beaucoup de pays, c'est réglementé. Vous savez... Pour le financement privé. Le financement privé. Puisque le financement privé, il est soit du parti lui-même, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui animent ce parti, ou d'entreprises. Ce sont des cotisations. Voilà. Quand je dis des hommes et des femmes, ce sont les militants. Voilà, jusqu'aux candidats eux-mêmes, quand on est en matière
on est en temps de campagne. Où il est hors parti, c'est-à-dire des entreprises ou des personnes physiques qui financent des partis politiques pour leur permettre de conquérir le pouvoir, en retour, bien entendu, après la conquête du pouvoir, bien entendu, d'avoir des faveurs dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir qui est conquis. Et c'est pourquoi nous avons dit, s'il n'est pas réglementé, il peut arriver à un moment donné que, vous savez que tout pouvoir émane du peuple. C'est la souveraineté populaire. Donc, il peut arriver à un moment donné, si le jeu est piégé, si le système est corrompu, qu'à un moment donné, cette souveraineté populaire soit prise en otage par un clan, et qu'il soit criminel, qu'il soit confessionnel ou de quelque origine que ce soit. Donc, en ce moment, nous allons nous trouver avec une souveraineté nationale qui est prise en otage. C'est pourquoi il faut être réglementé. Mais deuxième chose, mon problème avec les tests, c'est que ce n'est pas les tests qui manquent. C'est leur application, leur stricte application, ou du moins les hommes auxquels ils sont appliqués. Vous savez, aujourd'hui, sous la transition, on a dit oui, pendant les campagnes, il faut éviter la distribution des gadgets, il faut éviter la distribution de sommes d'argent, d'achat de voix et autres. Mais le mardi passé, vous nous avez rappelé le rapport du RENLAC après les dernières campagnes. Vous avez vu que malgré ces textes qui existent et qui sont assez clairs, elles ont été violées. Est-ce qu'il y a eu un affichage de gadgets des précédentes élections? Je m'attache à ce qui est officiel des rapports que j'ai entendus et lire et que j'ai lu, et que vous avez rappelé la dernière fois du RENLAC. Il a été fait cas de corruption électorale. Corruption électorale, ça s'entend de tout. Donc c'est pour dire qu'on peut avoir les plus beaux tests du monde. Si on n'a pas la volonté de les appliquer, si on n'a pas la morale politique nécessaire dans un pays, vous allez beau faire des tests et ils ne changeront rien. Il faut d'abord pas changer le mental des gens. Quand un problème est sociétal, il faut le changer d'abord dans le mental avant d'aller vers les tests. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut le réglementer. Vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Allez-y. Voilà, bon, je veux qu'on réagisse, ça permet de... Non, je voudrais dire aussi que la suppression du financement public, comme je l'ai indiqué, plus on va supprimer le financement public, plus on va s'écarter de l'objectif qui est visé. Parce qu'on a dit tantôt qu'il faut l'équité et d'assainir un peu la vie politique. Parce que bon, en supprimant, on n'aura que le financement privé. Alors, ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que le peuple aujourd'hui qui nous regarde, c'est le développement de notre pays, c'est pas le financement que l'État accorde, n'est-ce pas, donc, aux partis politiques. Je vous ai indiqué la fois dernière que l'État est intervenu, si on prend les élections passées de 2015, ça fait 1,3 milliard. 2015, okay. Et la subvention de 2020, et chaque année, la subvention hors campagne, ça fait 500 millions. Donc si vous additionnez cela, parce que bon, il ne faut pas qu'on donne l'impression que bon, le fait qu'on finance les partis politiques, le problème des Burkinabés se trouve à ce niveau. Je pense que ce que les Burkinabés attendent, c'est la bonne gestion des ressources publiques. Oui. Ce qu'on appelle la gouvernance économique et financière. Oui, mais et là, ça permettra... on parle d'une compétition entre les partis politiques lors des joutes électorales. Voilà. C'est ça. On sait que la seule source de financement j'en viens. qui est connue et qui est maîtrisée aujourd'hui, c'est la subvention publique accordée par l'État, mais il y a également que il ne s'accompagne pas, ces textes ne s'accompagnent d'aucune réglementation claire et d'aucun plateforme contrôlé. Alors, si on supprime le financement public, l'alternative c'est le financement privé. Forcément, non, je ne suis pas en train de rejeter le financement privé. Okay. J'ai dit tout simplement qu'il faut garder le financement public, mais l'État en étant ferme. Pour la simple raison, parce qu'il n'y a pas que le parti politique que l'État subventionne, même la presse privée, l'État subventionne. Cela s'entend. Voilà. Non, parce que si on veut... Parce que on regarde tout simplement, parce qu'à un certain moment donné, il faut que le public même sache qu'à un certain moment donné, c'est des genres d'activités que l'État doit pouvoir intervenir. Par exemple, la presse privée, on sait que vous participez à l'éveil de conscience et ainsi de suite. Alors, ce que je voulais dire, le financement privé... La conquête et la gestion du pouvoir d'État par des partis politiques, si le financement public est supprimé, l'alternative c'est le financement privé. L'encadrement juridique justement de ce financement privé, c'est de cela qu'il est question dans cette émission. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, il faut arriver d'abord à maintenir le financement public et le financement privé. Maintenant, le financement privé, j'estime que c'est là même qu'il y a trop de problèmes et qu'il faut réglementer. Parce que pour le moment, le législateur burkinabé n'a pas
n'a pas pu, en tout cas, faire quelque chose dans ce sens. Donc, il faut arriver à avoir une législation. Vous êtes interpellé, vous êtes... Ah oui. Le peuple vous a élu, Oui, vous êtes des représentants du peuple. Je pense que, voilà, non, c'est un débat républicain que nous menons. J'estime qu'au sortir de ce débat, ça peut susciter. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous prenez aujourd'hui la problématique, là, de mon point de vue, est-ce qu'une étude sérieuse, une étude a été faite sur les sommes d'argent qui sont injectées dans les différentes campagnes? Moi, j'estime que la société civile est interpellée, les différentes structures en la matière là sont interpellées. Quand vous prenez l'administration des élections par la CENI, en 2020, ça fait 100 milliards. Évaluez à peu près ce qui a été injecté par les différents états-majors dans les différentes campagnes. C'est des gros montants. C'est pour ça que j'estime que le fait qu'on parle du financement public, pour moi, ce n'est pas là le problème. Oui. Si, à supposer que nous soyons autour de 200 à 300 milliards injectés dans une campagne, c'est un raisonnement là-dessus. Et il faut soustraire, n'est-ce pas, donc, la part de l'État accordée au niveau des partis politiques. Ça devient très dérisoire. Vous comprenez? Les raisonnements que je voulais mener, pour qu'on se comprenne. Pour dire que la problématique là, parce que lorsqu'on ne mettra pas la main sur la problématique, nous allons beau parler, on ne va pas trouver de solution. Maintenant, si vous prenez le financement, les financements qui sont faits au niveau des élections, vous déduisez, n'est-ce pas, donc la partie que l'État donne. Et vous voyez, le montant est toujours élevé. Alors, il faut arriver à désagréger cela. Ce montant, il y a dedans de l'argent propre, mais il y a aussi de l'argent sale. Alors, de l'argent sale. Voilà. Et dans ce bail-là, l'électeur, bien entendu, ou le peuple souverain qui élu ses représentants à l'Assemblée nationale ou justement au niveau de la présidence du FASO, doit savoir qui, personne physique ou morale, finance la campagne électorale de tel ou tel candidat ou tel parti politique, afin d'aviser. Je vous remercie, mais permettez-moi avant de répondre à la question que, conformément à ce qu'a dit l'honorable Milogo, si la part du financement de l'État est très dérisoire et négligeable dans le financement des campagnes des partis politiques, autant supprimer finalement cette subvention, puisqu'elle ne sert à rien. Comme il le dit lui-même, c'est très dérisoire. Et nous sommes tous d'accord, nous sommes politiques, nous savons tous ce que les partis politiques mettent dans les campagnes et en termes de financement. Donc si cette partie est négligeable, arrêtons effectivement de prendre les maigres ressources. D'où proviennent ces sommes colossales que ces partis politiques injectent dans la campagne électorale? Tout à fait, j'arrive. Donc autant ne pas prendre les maigres ressources du contribuable pour aller et mettre dans notre océan de financement de nos campagnes. Okay. Ça peut servir à autre chose. Ça, c'est ma position. Il n'y a pas ce parti politique qui peut dire qu'il a battu campagne sur la base du financement du passé. Ça, c'est une vérité qu'il faut reconnaître. Deuxièmement, d'où provient cet argent pour financer les campagnes? Je vous ai dit qu'un parti politique, la première ressource d'un parti politique, ce sont les cotisations de ses membres. Qui sont des raisons. Quand je dis les cotisations, ce sont les cotisations, les dons et les legs de ses membres. Pourvu que celui qui soutient le parti politique puisse démontrer que le financement qu'il accorde au parti est licite, que ça ne provient pas d'un crime ou d'un détournement ou de quelque nature criminelle que ce soit. Autrement, en un mot, pour dire, il faut que ce soit d'origine licite. Dans certains pays, on a voulu limiter la contribution des personnes physiques ou morales pour le financement des campagnes. On peut dire, par exemple, une personne privée ne peut pas donner plus de 500 000 francs CFA à un parti politique. Peu importe votre fortune, on peut limiter. On peut dire, par exemple, une entreprise ne peut pas donner plus de X francs à un parti politique. On peut limiter. Maintenant, étant en campagne électorale, je l'ai dit la dernière fois, que les candidats qui sont dégagés, que ce soit au niveau des présidentielles, que ce soit au niveau des législatives ou au niveau des élections locales, chaque candidat apporte sa contribution au financement de sa campagne. Et c'est ce que je dis, le politicien ne doit pas être un mendiant larmoyant. Si le politicien est un mendiant larmoyant, déjà qu'il n'a pas encore le pouvoir qu'il est en train de conquérir, s'il arrive au pouvoir, il se contentera de se servir que de servir les autres. Donc un politicien doit pouvoir financer sa campagne pour la conquête du pouvoir. Et il doit pouvoir démontrer, s'il est interpellé, que les ressources qu'il a utilisées pour financer sa campagne profitent effectivement d'une origine qui est licite.
Ça peut se réglementer. Et comme je le dis, mais la réglementation, ce n'est pas la règle. Vous savez très bien. Vous avez relevé dans vos propos en début d'émission que des entreprises peuvent financer des partis politiques ou des candidats aux élections. Mais après, pour une question de souveraineté ou de gouvernance, ces entreprises ou ces opérateurs qui injectent de l'argent, de fortes sommes d'argent dans la campagne, peuvent demander des faveurs en retour. Vous savez très bien que la politique a des bornes. C'est 4 bornes. Les bornes que vous avez, ce sont vos militants qui vous ont aidé à accéder au pouvoir. La deuxième borne, ce sont vos alliés, ceux qui vous donnent un peu la majorité. Et ensuite, vous avez la troisième borne, que le système financier et économique qui, effectivement, vous apporte ses coûts pendant les campagnes. Et enfin, des systèmes financiers injectent beaucoup d'argent. Et enfin, vous avez le système financier international. Je vous dis, ce sont les 4 bornes de la politique. Tout politicien qui est sur ce terrain sait très bien que ce sont des bornes qui sont fixées. Et c'est lui, en tant que politicien, qui est mû d'une certaine vertu pour la gestion de la chose publique, de ne pas se compromettre. Vous savez, les gens pensent que... J'ai entendu quelqu'un dire que quand on vous nomme, vous ne pouvez plus être indépendant. J'ai dit non. L'indépendance s'exerce dans la personne à qui elle est conférée. Vous pouvez être élu si vous avez choisi de ne pas être indépendant, vous ne serez jamais indépendant. Vous pouvez être nommé si vous voulez exercer votre indépendance, vous allez l'exercer. Moi, je voudrais quand même... Je voudrais dire que par rapport à... Parce que comme ce que j'ai dit, pour moi, la problématique réside à ce niveau. Par exemple, lorsqu'on dit que ce que l'État donne aux partis politiques est dérisoire, justement, c'est dérisoire. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Je vous ai tantôt expliqué, peut-être que vous ne m'avez pas laissé terminer. Je vous ai dit, les sommes qui sont injectées dans les campagnes, il faut arriver à désagréger. Et dans ce lot-là, il se trouve qu'il y a l'argent public qui est injecté, mais qui est la partie cachée de l'iceberg. Donc, l'un dans l'autre, ce qu'on craint là, on dit de supprimer ce qui est dérisoire, mais ce qui en réalité alimente véritablement les campagnes là, c'est le financement public, mais servi de façon illégale. C'est là le problème. C'est pour ça que je dis, je vous ai expliqué, je vous ai dit ici que c'est connu de tous. Lorsque je parlais de l'argent sale, je ne suis pas en train d'incriminer X ou Y. Je suis en train de dire que ce sont les réalités de nos pays africains comme ça. Lorsqu'on parle de l'argent sale, c'est tout ce qui est lié, n'est-ce pas, donc, à la corruption. C'est tout ce qui est lié au fruit de blanchiment de capitaux, c'est ce qui est lié à tous ces trucs. Et comme on le dit très souvent, la corruption politique là est la mère de la corruption administrative. Et c'est évident, tant qu'on ne va pas regarder cela, nous allons tourner. Je ne suis pas en train de dire, comme ce que j'ai dit, il y a aussi des citoyens de bonne foi qui injectent leur argent d'origine propre. Et qui attendent des subsides en retour. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais maintenant, le problème c'est quoi? Comme vous le savez, lorsqu'on va à une campagne, c'est tout à fait normal. Comme une fois de plus, je ne suis pas en train de crier, c'est tout à fait normal. Le privé qui veut aider un candidat qui va aux élections, notamment les élections présidentielles et législatives, il regarde d'abord les candidats ou les candidats qui est, n'est-ce pas, donc au niveau de la majorité, qui gèrent le pouvoir, parce qu'il estime qu'en injectant les ressources, bon, il peut avoir un retour. Les exemples foisonnent en la matière. Oui. Il y a, je ne sais pas si vous, il y a une célèbre affaire, n'est-ce pas, donc du Bénin. Bon, avec un opérateur burkinabé qui ainsi de suite. Et vous savez, la France, sur laquelle nous copions très souvent nos histoires, vous avez vu les différentes lois qui sont succédées là, ont précédé, n'est-ce pas, donc, les scandales financiers, politico-financiers en la matière. Vous avez l'affaire de Cahuzac, vous avez l'affaire des 3 ministres qui ont été poussés à la démission lors du gouvernement de cohabitation bon, alors, voilà, vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que qu'en réalité les financements, c'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait une étude, les financements qui sont faits en dehors de la subvention de l'État, il y a encore une part importante de l'État qui se trouve dedans, mais qu'il faut arriver à déterminer. Voilà. Alors, nous sommes malheureusement au thème de l'émission, mais je m'en vais vous rappeler ce qu'on avait relevé le mardi dernier. Il s'agit justement de la recommandation de la CODEL et justement Durin là qui avait justement interpellé les partis politiques à régler les modalités sur le financement juridique, sur l'encadrement juridique des financements privés. Vous êtes interpellé en tant que législateur.
Oui, merci, mais avant, permettez-moi de réagir sur la dernière intervention de l'honorable Milogo. Alors, très rapidement, Très rapidement, vous savez, quand le temps. crapaud vient de l'eau et puis dit que le caïman a mal aux yeux, vous qui êtes sur la rive, vous ne pouvez pas contester. Monsieur Milogo est de l'ancienne majorité ayant exercé le pouvoir, donc je prends acte de ce qu'il déclare en ce qui concerne le financement des campagnes. Vous n'avez pas besoin de ressources. L'UNIRPS n'a jamais, en tout cas pendant ce temps, siégé à la majorité, donc nous ne pouvons que prendre acte de ces déclarations. Effectivement, je dis, on peut légiférer. On peut légiférer, mais je vous dis, moi, me concernant, c'est le problème de l'application des tests. Vous pouvez avoir les plus beaux tests, mais s'ils ne sont pas correctement appliqués, vous allez passer à côté de la plaque. Donc, légiférer, oui, mais comment légiférer et comment appliquer effectivement ces tests pour qu'on atteigne les résultats qui est escompté? C'est là la question. Parce que nous avons déjà l'expérience des tests qui sont déjà pris dans cette matière électorale. Et je vous ai pris l'exemple de la révision du code électoral sous le CNT après l'insurrection. C'était pour imprimer aux élections l'esprit insurrectionnel. Mais vous avez constaté que sur le terrain, à travers le rapport du RENLAC, de la CODEL, que effectivement ce n'est pas respecté. Vous êtes pessimiste alors? Très pessimiste. Alors moi j'estime que la CODEL a fait un très bon travail. Voilà, j'ai suivi un peu les conclusions. Ils sont arrivés même à la rédaction d'un projet de charte, voilà, qui devrait être en tout cas partagé auprès de l'ensemble des états-majors des partis politiques. Pour qu'à terme nous puissions en tout cas arriver à légiférer en la matière. Moi je suis vraiment partant pour cela, parce que c'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas avancer. Il faut déjà, comme ce que j'ai indiqué, parce que c'est vrai, les difficultés, entre autres, vous savez, notre système bancaire est un peu, voilà, bon, on va tout de suite plafonner, parce qu'ailleurs c'est ça, on plafonne les dépenses et les fonds à injecter dans la campagne politique. On interdit même les entreprises, les personnes morales, n'est-ce pas, donc à financer. En Afrique du Sud, le 1er avril dernier, ils ont adopté une loi pour interdire tous les financements qui viennent de l'extérieur. Mais, comme il a si bien dit, les textes sont beaux, mais à l'application, vous avez un peu les systèmes bancaires est très poreux. Est-ce qu'on peut arriver, n'est-ce pas, donc, à contrôler tout ça? Mais ce qui est important, c'est que nous sommes au thème de l'émission. Et puis, il faudra aussi que vous, en tant que représentant du peuple, législateur, vous venez nous expliquer sur ce plateau pourquoi vous votez les lois. C'est l'une de vos missions régaliennes, voter la loi. Pourquoi vous votez des lois et puis les lois qui ne sont pas appliquées? Parce que vous venez de le relever tout à l'heure, vous votez des lois qui, dans la pratique, ne sont pas appliquées. Je crois que je vais vous inviter une autre fois pour venir en parler. Merci Edasso Bayala Rodrigue, député de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance, parti Sankaris, membre du groupe parlementaire RDJ, et puis premier vice-président de la KJDH, la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Droits Humains. Yacouba Milogo, qui est le deuxième vice-président de la CONFIB, la Commission des Finances et du Budget. Vous êtes également vous êtes député du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir sur le financement privé de la campagne électorale et des partis politiques. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.